Au niveau du, oui, au niveau du son, ça va? Voilà, mesdames, messieurs, bah, prenez place pour ceux qui ne sont pas encore assis. Voilà, il faut que je précise que cet entretien a été enregistré, donc en vidéo, vous n'êtes pas forcément dessus, mais je le précise, parce qu'il faut le préciser. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir et d'accueillir Vincent Gannet, au milieu de son exposition. Donc on est complètement immergé dans les montagnes, et donc on va pouvoir, j'espère, voyager avec lui, voyager dans son travail, dans son parcours, et puis aussi voyager et comprendre aussi la perception, le rapport qu'on peut avoir au paysage, et comment on peut transposer ce rapport-là aussi dans l'art, en particulier là, dans la peinture. Mais dans l'art en général, parce que il y a d'autres artistes qui aussi travaillent à partir du paysage et à partir de leurs sentiments, à partir de leurs émotions, à partir de leurs ressentis. Voilà, on va discuter un peu de tout ça. Et puisqu'on a aussi des plasticiens dans l'assemblée, on va parler cuisine aussi. Oui. Hein, cuisine, peinture, parce que ça c'est bien aussi de savoir toujours comment ça cuisine, comment on bricole derrière, comment on arrive à avoir un peu cette lumière, tel effet, comment on arrive à faire un peu tout ça. Alors peut-être que avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet, ça serait bien que tu puisses te présenter un peu, puis que tu nous parles dans ta présentation de ton parcours et de comment tu es arrivé à la peinture, mais pas qu'à la peinture, parce qu'il y a aussi la photographie. Voilà, et on en parlera aussi du couple peinture-photographie. Effectivement, c'est une histoire assez ancienne pour moi, parce que ça commence, cette aventure-là, peinture, photographie, dessin, ça commence à l'âge de 10 ans. Donc maintenant, j'ai passé à l'âge de 10 ans, donc c'est relativement ancien. Et puis en fait, ça ne m'a jamais lâché, quoi. Donc une fois que je suis parti dans ces cheminements-là, j'ai continué sur cette voie pendant toutes ces années jusqu'à maintenant. Voilà. Alors, mais continuer en termes de formation, est-ce que tu as une formation spécifique? Non, je me suis formé tout seul, donc assez tôt. Ouais. Et puis, en fait, non, j'ai pas voulu d'ailleurs intégrer une école d'art à l'époque, quand j'avais 18 ans, parce que j'avais déjà un petit peu fait mon chemin. D'accord. En peinture ou en photographie? Les deux. Les deux. Ça a toujours été un parallèle? Oui. D'accord. Okay. J'avais déjà fait un petit peu mon chemin, et ça m'embêtait de reprendre un petit peu les choses à zéro, comme j'avais déjà entre guillemets, la consistance de mon métier, pas entière, mais c'était déjà bien parti, donc j'ai continué, j'ai fait un peu d'études en fac, mais sans grand résultat, mais je suis rentré assez vite dans la communication et dans l'image, en fait. Oui, c'est ça. T'en as fait ton métier. J'avais fait mon métier, parce que bon, j'avais l'intention à l'époque, c'est une intention sympathique de dire, ce serait bien, je vais faire peintre à l'âge de 20 ans. On a tous essayé. C'est une bonne idée, mais c'est pas forcément réaliste. Donc j'ai réussi à me trouver une issue et un chemin dans la communication et dans le traitement de l'image notamment. Et donc ça a duré pendant à peu près 25-30 ans. Et puis, donc, les différents parcours, j'ai été chargé de communication dans le domaine bancaire pendant 8 ans. Ensuite, je me suis installé à mon compte. Et puis, là, j'ai traité de l'image, en fait. J'ai travaillé pour des clients, quoi, en fait. Dans différents domaines, dans l'industrie, mais aussi, dans le commerce. Oui. Voilà. Et donc, je ne faisais pas de la publicité, c'est de la communication. C'est de la communication. Communication et du multimédia, du traitement d'image, de la vidéo. Voilà. D'accord, ouais. J'étais assez passionné, en fait, par le traitement de l'image. D'accord. En parallèle de mon travail de peintre. D'accord, ouais. Voilà. Et puis ça a duré jusqu'en 97. J'avais monté une petite agence de graphisme et de communication. Et en 97, je me suis inscrit à la Maison des Artistes. Donc c'est là que je commençais à faire la bascule entre mes activités artistiques et mes activités professionnelles. Donc voilà, et en fait, tout doucement, mon activité professionnelle dans la communication, elle s'est éteinte, parce que ça ne me passionnait plus beaucoup, entre guillemets. Et puis voilà, puis je me suis donc reporté vers le traitement,
vers la peinture, vers l'édition. Oui, oui, c'est ça. Oui, on a voilà. vu qu'il y a pas mal d'éditions. Des éditions en tirage limité, choses comme ça, voilà. Et donc, voilà, mon parcours, il est là, et puis il continue, entre guillemets, maintenant de plus belle, parce que j'ai beaucoup plus de temps qu'avant. D'accord. Voilà. Et tu travailles les deux médiums, toujours? Toujours. Toujours, d'accord, ouais. Alors, les deux médiums, alors, quel rapport entretiennent ces deux médiums, la photographie et la peinture? Comment tu te positionnes? Est-ce que tu te positionnes différemment par rapport à bon, parlons de la nature, par exemple, par rapport à la montagne? Comment tu te positionnes en photographie? Comment tu te positionnes en peinture? Moi, j'ai bien séparé les deux métiers. Enfin, je parle de métier. J'ai bien séparé les deux métiers parce que, en fait, c'était confusionnel, quoi, de faire à la fois de la photographie, de la peinture. Ce que je voulais surtout pas, c'était utiliser la photographie dans la peinture. Pour Oui. ma peinture. Et puis tu voulais pas peindre la photographie? Je voulais pas peindre la photographie, ça c'était clair, c'était évident. Et puis en fait, il y a ces deux versants, c'est un peu comme sur une montagne. On a un versant, j'ai mon versant photographe, marcheur, photographe, qui me porte de l'inspiration pour ensuite aller développer la peinture. D'accord, ouais. Oui. Voilà. Mais la marche, en fait, nourrit quand même la peinture. Même si elle le nourrit complètement. Oui. Même si cette nourriture-là est un peu plus décalée, parce que tu ne travailles pas en extérieur, tu travailles en atelier. Je travaille en atelier. Voilà. Je ne fais pas de peinture voilà. comment dire, sur place. Sur place. Tu ne prends pas de notes picturales sur place non plus? Non. Ça m'arrive de faire des croquis. Oui, un petit peu. Des croquis, mais comme quand je suis en montagne, en fait, je suis toujours en marche. Donc je marche. Ça, c'est un principe, c'est de marcher. C'est de pas trop traîner, quoi, d'être toujours en mouvement. Très actif. Dans une dynamique, en fait, c'est une dynamique de mouvement, dynamique du marcheur, c'est d'aller du point A au point B, et le lendemain du point B au point C, voilà. C'est toujours cette démarche-là. Et je fais de la photographie également en mouvement, c'est-à-dire que je ne m'arrête pas, je ne vais pas attendre une heure pour un coucher de soleil, un lever de soleil. Voilà. Oui, tu sais, c'est toujours du mouvement. Il se passe quelque chose, là tu le prends à ce moment-là, ou alors tu marches. Si il ne se passe rien, mais il ne se passe rien. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Mais c'est toujours du mouvement. Tu n'es pas du genre à attendre l'aurore boréale, quoi. Non. Non, d'accord. Non, mais et donc la peinture, c'est un autre moment, c'est un moment arrêté, c'est un deuxième parcours en fait. C'est un parcours qui me permet d'aller rechercher tout ce qui a été engrangé, emmagasiné, ce qui même enfui d'ailleurs, hein, des fois, dans des souvenirs lointains, de montagne, d'ambiance, d'atmosphère. Et cette peinture-là, elle se développe sur ce principe-là. Voilà, mais elle n'arrive pas, comment dire, sur un élément qui m'aurait visuellement, qui serait posé sur mon bureau ou sur une photographie. D'accord. Ça n'existe pas. J'ai bien séparé les deux choses, en fait, deux univers. Oui. Bah, pour revenir à la marche, marcher, c'est aussi, bon, c'est se déplacer dans l'espace, mais c'est faire un cheminement sur soi aussi, quelque part. Parce que dans le déplacement, il y a un double déplacement. Et c'est ce cheminement-là sur soi qui peut-être est plus retranscrit dans la peinture que dans la photographie. Parce que quand on marche, on met en mouvement sa pensée. Sa pensée, on est sur une forme de méditation aussi, surtout par rapport à des paysages comme on a là. Ouais. Mais disons que la marche, elle libère beaucoup la pensée. Quand même. Il y a beaucoup de projets, beaucoup d'idées qui se mettent en route avec la marche, qui se mettent en fonction avec la marche. Parce que c'est un moteur, en fait. La marche, c'est une cadence. Et je compare ça souvent avec la musique. D'accord, La musique, moi, je pars sur mon marché, par exemple, avec des cantates de Bach en tête, par exemple. Parce qu'il y a une cadence chez Bach. Hein. C'est une musique outre-Atlantique, donc on a toujours une cadence, un mouvement d'avant, d'arrière, de présent. C'est ça, un petit peu comme sur un vélo. Et puis le respiratoire, en même temps. Voilà. Et c'est pour ça que la marche tu vois, des marches en haute montagne, il y a des marcheurs qui travaillent beaucoup sur les respirations, avec des respirations lentes et tout ça. On a ce système-là pour changer les rythmes et tout ça qui donne... Non, mais ça oblige effectivement à avoir une conscience un peu plus affinée. Si on est là, effectivement, dans la rue, en montagne, on est obligé de faire attention. Attention à son souffle aussi, attention à sa capacité physique, attention à son déplacement. C'est une expérience sensible et charnelle en même temps, corporelle, très tactile. Très corporelle. Et effectivement, ça me permet, moi, aussi d'essayer de rapatrier ça dans ma peinture, en fait. Ce mouvement-là,
Ce qu'on voit là dans les tracés, dans les mouvements de pinceau, c'est aussi une façon de recomposer ma marche, en fait, de recomposer le statut de marcheur avec ses mouvements, donc ce déplacement, même si effectivement l'objet, là, entre guillemets, il est statique, mais dans la composition, il y a quand même un mouvement. Je cherche toujours quand même à donner le sentiment qu'on n'est pas sur quelque chose qui est arrêté, qui est mort, qui est figé. Non, on est dans quelque chose qui avance, qui progresse. Dans un mouvement, dans une respiration. Oui, je suis assez d'accord. Et on peut avoir ça parce qu'il y a une distance qui s'est mise en place, quoi. En fin de compte, quand on marche, on a aussi une espèce de distance par rapport au monde. Enfin, c'est toujours ce système-là. Et le paysage. Alors, la question du paysage, parce que là, on voit bien là qu'on a tout un ensemble de montagnes. Alors, reconnaissables ou pas reconnaissables, c'est pas là le problème. Mais en même temps, on a toutes ces montagnes qui sont là, et on a presque envie, je dirais, par rapport à ces montagnes, en particulier, je regarde celle qui est derrière moi, qui se forme très rectangulaire, on a presque envie de cheminer en même temps que toi. Quand je regarde cette toile, je la regarde du bas jusqu'au dessus et je grimpe avec toi, quoi. Forcément, je m'élève avec toi voilà. Et dans beaucoup de toiles, c'est comme ça. Donc on a cette espèce de monolithe qui est un peu comme ça, qui est un peu rêvé, qui est un peu avec pas mal de choses. Donc ce qui fait que on peut se dire que quand tu chemines, certes, tu chemines dans le paysage, mais tu crées aussi le paysage. C'est-à-dire que le paysage, il t'est donné, mais tu es aussi en création du paysage. Un paysage, pour moi, c'est quelque chose d'assez culturel, en fait. Oui. Le paysage, c'est une représentation culturelle. C'est comme la nature, c'est une représentation humaine. C'est pas... En fait, la nature, pour certains peuples, n'existe pas, parce qu'ils font partie de la nature. Ils sont dans le schéma de la nature. Et il y a le paysage naturel, il y a le paysage culturel. Le paysage culturel, c'est celui justement que nous, en tant que sédentaires, on a développé, on s'est identifié à ce paysage-là, avec... Mais on va... Je sais pas ce que c'est par là-bas. Là, c'est qui? Ça y est. Ouais. Donc je disais que oui, paysage culturel, parce qu'en fait, ce sont des représentations. On est toujours en quête, si on imagine un paysage, si on ferme les yeux, qu'on imagine une montagne, on aura toujours les mêmes ingrédients, les mêmes références. Oui. On va avoir une montagne, un bloc monolithique, pointu, de la neige au sommet, une petite rivière, qui coule, ou un torrent qui coule en bas. Donc, on est toujours dans cette représentation-là. Et on le retrouve par exemple dans la peinture chez les Flamands, avec la peinture de paysage chez les Flamands, avec effectivement des paysages pastoraux, avec des vaches, des couchers de soleil. On retrouve ça chez les romantiques aussi. Chez les romantiques également. Gaspard Friedrich. Mais c'est vrai qu'on est toujours dans une représentation culturelle. Et c'est compliqué de sortir de cette représentation-là, parce qu'on est imbibé, quoi. Je veux dire, on est... par notre vie sur Terre, on est forcément impacté par ce qui nous entoure. Donc il est très compliqué de faire abstraction, quand on imagine une montagne, de faire abstraction d'un sommet, de neige, de rochers, de sapins, des choses comme ça. Voilà. Donc, mais la peinture, justement, elle oblige, dans la création, elle oblige à essayer de surmonter cette référence-là, pour essayer d'aller un petit peu plus loin, mais sans la dépasser non plus, parce que sinon, c'est plus une représentation, on n'est plus dans la... on est carrément dans le fantasme, on est dans l'imaginaire. Oui, si demain, je décide que la montagne, c'est un gouffre, peut-être que pour moi, ce sera intéressant, mais si je dis aux gens, vous voyez, ce gouffre-là, c'est une montagne. C'est une montagne inversée. Non, ça ne va pas marcher. Alors techniquement, et alors justement par rapport à ce que tu viens de dire sur le paysage, sur la façon d'être dans le paysage, sur la montagne, alors ça se traduit comment quand tu arrives dans l'atelier? Alors ça se traduit pas par rapport à la peinture. Alors, comment tu traduis ça? C'est-à-dire comment tous ces sentiments, toute cette énergie, toutes ces sensations, comment dans le premier, comment tu démarres, quoi, Je démarre par de l'énergie.
Alors l'énergie que j'ai conservée et que j'ai gardée de mon passage en montagne. Donc cette énergie-là, elle est là. Et en fait, je trace un trait de façon assez énergique d'ailleurs. Ouais. Donc je trace en général un sommet, donc une destination. Ah oui, parce que le sommet peut correspondre à une destination. Donc c'est la projection. C'est une projection, c'est quelque chose d'assez... Ouais, tu repars en marche en fin de compte dans ton atelier. Voilà. Ouais. Et en fait, puisque au départ de la peinture, c'est une écriture en fait, parce que je travaille avec la pierre noire, je travaille avec des crayons. Donc ces crayons-là, je les utilise de façon assez brute, assez vive, pour pouvoir commencer à remplir mon espace. Mais surtout donc, que la pierre noire, c'est assez dur. C'est très noir. Hein, c'est très noir, très dur. Très foncé. Très foncé, oui. Donc je commence à travailler avec cette pierre noire, mais dans un dessin très très spontané en fait. Il n'y a pas trop de calcul. Hein. C'est assez... bien souvent, c'est le contour de la montagne qui va commencer, qui va devenir, qui va servir de fil rouge pour aller ensuite construire ce qui est en amont, ce qui est en aval. Et voilà, c'est ce qui va permettre de déterminer, déterminer ce que va être ma peinture à l'arrivée. Mais c'est jamais acquis, hein, c'est toujours très... Donc tu pars vraiment sur une toile blanche, en fin de compte, directement à la pierre noire. Et pierre noire, oui. Alors d'ailleurs, pour le public, la pierre noire, si vous regardez bien les toiles de près, et si vous regardez celle-là, par exemple sur les rochers, on voit les traces de pierre noire. C'est-à-dire que tu laisses volontairement aussi, dans le traitement, tu laisses volontairement aussi l'esquisse, en fin de compte. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est la dynamique du dessin. La dynamique, il y a un côté dynamique dans le dessin, qui existe dans la peinture, bien sûr, une fois qu'on peint, mais dans le dessin, on est dans quelque chose d'assez primitif quand même. Assez proche de l'art pariétal, entre guillemets. Oui, hein, c'est-à-dire, on vient avec une pointe, avec un marqueur, un marqueur, quelque chose, la pierre, quoi. La pierre, on vient marquer une surface. Oui, c'est vrai. Donc c'est ça qui est intéressant. Et par contre, la peinture, après, c'est un autre chemin, parce qu'on met en scène des couleurs, on met en scène des vernis, on enseigne la lumière. On fait venir des lumières. On n'est pas dans l'incision de... Alors qu'avec la pierre noire, on est dans la matière brute. Quoi. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je compare souvent ce travail-là avec celui de l'écriture. D'accord. L'écriture, mais c'est presque un geste qui est direct, automatique. Parce qu'en fait, quand on écrit, les gens qui écrivent, bien sûr, ils vont revenir sur leur travail, sur leur ouvrage, mais globalement, quand ils vont commencer à écrire, ils vont jeter sur le papier des phrases, des mots, des idées. C'est bien de revenir quand même. Oui, c'est bien. Au départ, quand même. Oui, tu jettes. On jette sur le papier les idées. Voilà. Donc, et c'est pour ça que je pense que ce qui est intéressant dans la construction de la peinture, c'est de jeter déjà aussi cette idée-là, mais de la jeter non pas tout de suite avec des pinceaux, mais avec une matière brute, qui est la pierre noire, ou qui peut être du fusain, qui peut être de la sanguine, mais qui va permettre de tracer et de donner des grandes orientations, des grandes directions, des perspectives à son travail. Et d'être moins soumis, parce qu'on a des élèves ici en peinture, d'être moins soumis aussi à l'image, d'être vraiment effectivement sur les lignes forces. Voilà. On est sur la construction, on est sur la ligne force, mais c'est une force, elle n'est pas que de la construction. Non. Elle amène aussi toute une énergie. Et c'est elle qui va donner en fait la liberté postérieure à la création. Ouais. En fait, pour avoir cette liberté de créer, il faut qu'au départ on ait un geste assez puissant, assez dynamique, pour pouvoir ensuite s'y accrocher en fait, et pouvoir continuer sur cette veine-là, parce que cette veine dynamique-là... il ne faut pas la perdre. C'est un peu l'âme du tableau, il ne faut pas la perdre. C'est pour ça que j'aime bien aussi la laisser traîner des fois plus maintenant qu'avant d'ailleurs, la laisser traîner dans ma peinture, parce que c'est la jeunesse, elle reste présente. C'est l'origine. C'est l'origine. Et puis c'est lié aussi à ce dont on parlera peut-être, c'est la technique. Voilà. Oui, c'est ça. Et peut-être que c'est bien aussi, et peut-être que dans le travail du peintre, c'est effectivement, on parlait par exemple de la peinture classique, entre guillemets, ou même encore de la peinture romantique et tout ça, qui se veut faire quand même une image esthétique. Oui. Peut-être que là, quand justement tu laisses aussi, entre guillemets, traîner l'esquisse, la pierre noire, c'est de montrer tous les aspects de la peinture depuis son début, donc depuis son processus. Et tu montres le process complet de ton travail, oui. Et sans en cacher les étapes. Donc c'est une relation aussi
à la peinture et à son travail une relation qui est beaucoup plus directe et beaucoup plus et qui propose aussi une lecture plus directe au spectateur. Oui. Voilà. Et puis il y a aussi, bon, quand on parle de ça, effectivement, il y a aussi la notion du détail. Oui. Parce que bien souvent dans la peinture, on est tenté par le détail, quoi. Le peintre, il est tenté par la finition, entre guillemets, par le fait de terminer un tableau. Oui. Terminer un tableau, c'est aller chercher le détail qui va permettre de dire, ah ben oui, c'est effectivement, ça c'est un rocher, ça c'est un ruisseau, ça c'est de la glace. Oui, c'est identifier les... Identifier avec du détail. Et effectivement, moi j'aime bien perdre ce détail-là, parce que quand on est en nature, on est absorbé par la globalité du paysage. Oui. Après, le détail, il est là ponctuellement, mais c'est pas, lui qui forme le paysage. Oui. Le détail, le détail il participe au paysage, mais c'est pas lui qui forme le paysage. C'est pas lui qui forme le paysage. Et c'est pour ça que quand on parlait de dynamique, de finition, ben, moi le détail, à la limite, à un moment donné, en peinture, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir dire stop. Je m'arrête parce qu'on risque en allant trop loin, on risque de gâcher quasiment son intention. Et souvent on tombe dans, ce qu'on voit dans beaucoup de, entre guillemets, mauvaises peintures, on tombe dans l'effet, le détail c'est l'effet anecdotique. C'est-à-dire qu'on rajoute des petites choses qui correspondent à rien, mais on ne voit plus que ça. Qui vont perturber. Et vont complètement perturber la lecture. La lecture. Alors que là, effectivement, on voit bien qu'on est sur une peinture, elle est quand même précise, il y a quand même des détails et tout, mais on est sur une peinture d'ambiance, on est sur une atmosphère, on est sur une respiration. Voilà. Tout à fait. C'est vrai que, par exemple, si on prend ce tableau-là, bon, est-ce que c'est de l'eau, est-ce que c'est un glacier moi, je ne sais pas. Enfin, c'est un glacier, normalement, mais ça peut être de l'eau. Ça peut être ça peut être un nuage qui vient s'effondrer, ça peut être voilà. C'est en mais l'important c'est pas la matière, c'est pas le détail de la matière, c'est pas dire c'est de la glace qui a telle hauteur, telle température, c'est de dire voilà, c'est un blanc qui vient à un moment donné s'engouffrer dans un système montagneux et donner une source de lumière, une ponctualité lumineuse qui permettent de faire respirer tout ça. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui se passe souvent en montagne, en fin de compte. D'avoir effectivement, en haute montagne, je veux dire, d'avoir des choses très changeantes, avec des lumières très changeantes et très rapides, avec l'arrivée de nuages, avec des brumes, avec ça. Donc, c'est vrai que moi, j'avais intitulé, le premier livre que j'avais fait, j'avais intitulé, c'était sur les Vosges, j'avais intitulé D'air et de terre. Parce que c'est vrai que j'avais fait ça sur les Hauts-de-Vosges, c'est un bouquin qui est consacré aux Hauts-de-Vosges. Et D'air et de terre, ça voulait bien dire ce que ça veut dire, quoi. En fait, c'est entre l'atmosphère et la terre, quoi. Et la terre. Donc en fait, on est pris à la fois par le tellurique, c'est-à-dire qu'on a les pieds bien ancrés au sol, voilà, avec tout ce que ça suppose aussi. Et puis en même temps, on a la tête dans les nuages, quoi. On a la tête dans un ailleurs, on a quelque chose qui nous décroche un petit peu de notre comportement pédestre. Oui, c'est ça. Je vais dire de bipède, mais pédestre. Effectivement. Et alors, la marche, quand tu marches comment? Tu marches seul? Tu marches, je suppose, le plus souvent? C'est souvent seul. Pas souvent seul, non, ça m'arrive de marcher avec des gens, mais si j'ai vraiment envie de l'imprégnation, voilà, je marche seul. Ou je m'en vais seul pendant plusieurs jours, quoi. Mais tu t'en vas seul pendant plusieurs jours, ouais. Et pour bien, et tu bivouacs, bien prendre, prendre le pouls de la montagne. C'est-à-dire qu'il faut cette espèce de résonance aussi qui est intéressante, parce que c'est vrai que si on peut pas, enfin moi je ne peux pas, comment dire, à un moment donné aller de façon, on peut pas aller de façon épisodique en montagne comme ça, et puis essayer d'en retirer tous les bénéfices, quoi. Oui, il faut être vraiment assidu dedans, il faut être immergé. Immergé, oui, c'est ça. Oui. Et c'est vrai qu'à un moment donné, par exemple, c'est vrai que je suis allé pendant des années, tous les matins quasiment, j'allais voir les levées de soleil au Honeck, parce qu'on n'est pas très loin, mais ça a duré pendant des années, quoi. J'allais le voir tous les matins un lever de soleil. D'accord. Ouais. Parce qu'il fallait que j'en ai possession, entre guillemets. Ouais. Tu t'imprègnes complètement avec l'approprié. D'accord. Ouais. Okay. Oui. Et entre la marche vosgienne, puisqu'on parle du Honeck, et la marche alpine, oui.
Bon, toi, ça change pas grand non, chose. ce qui change, c'est effectivement les dénivelés, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, Et disons que c'est quelque chose que j'aime bien, donc voilà, moi j'aime bien le côté rude de la montagne, en fait. Je ne fais pas d'alpinisme, hein, je suis un marcheur en haute montagne, bien sûr, je peux aller en haute montagne, mais ce qui m'intéresse, c'est de partager la rudesse de la montagne, en fait. Ce côté rude, ce côté, comme je disais, je parlais de tellurique, quoi, de bien sentir cette vibration-là de la montagne. J'aime bien, par exemple, le froid. Le froid en montagne, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que ce sont des sensations. Le froid, c'est une sensation, comme le chaud, et le froid, en montagne, ben, c'est l'esprit de la montagne. Le froid, une montagne, vraiment, c'est pas un univers chaud, c'est pas les Baléares, quoi. Non, hein, ça, entre c'est guillemets, sûr. voilà. Donc le froid fait partie, comment dire, de la montagne, appartient à ce domaine-là, et donc il faut aussi l'accepter, et il faut le prendre comme un élément constitutif de la marche en montagne. Et c'est aussi une façon aussi de se sentir un petit peu vivant, entre guillemets. Oui, c'est ça. Hein, dans le froid, dans la tempête, dans le vent. Oui, c'est ça. Ça résiste. C'est intéressant, c'est intéressant parce qu'en plus on est en présence de forces qui sont quand même assez puissantes, mais qui nous remettent un petit peu aussi en place à notre niveau. À notre niveau, je pense. Nous remettre, voilà, et puis voilà. Et je pense que c'est important. Donc oui, c'est pas de la montagne de télécabine et du skieur, parce que. Non, tout à fait, non. D'ailleurs, la montagne en été, elle me plaît moins que la montagne l'hiver. D'accord. Je préfère la montagne là, à partir d'octobre, en hiver, au printemps, quand c'est un petit peu plus agité, entre guillemets. Et en période de neige et tout ça, ou aussi en raquette ou oui, c'est ça. Raquette, ouais. au ski, Ou au ski de rando. Ski de rando, raquette, oui. Oui, d'accord. Ok. Oui. Non, c'est pas exceptionnel, hein, en fait. On peut aller partout. Après, le problème, c'est de faire attention, bien sûr. Hein. Quand on part tout seul en montagne, il faut être quand même assez prudent, quoi. Ouais, c'est vigilant. Voilà, il faut être vigilant, il ne faut pas se retrouver coincé sans sécurité. Oui, c'est ça. Et donc, plus on est seul, effectivement, plus il faut le risque est mettre de sécurité autour de soi. Quoi. Et alors, donc, la marche, comment c'est venu la marche? C'est quelque chose de l'enfance? Comment tu t'es mis à... Voilà. La marche, oui. Enfin, moi, j'habitais à Baccarat. J'habitais à Baccarat quand j'étais jeune. Et on était à 100 mètres de la forêt, quoi. Donc on avait nos vélos quand j'étais gamin. Donc on partait en vélo dans la forêt. Et puis j'allais également pêcher. Moi, j'allais pêcher dans des lacs qui étaient un peu plus loin de chez moi. Quand j'étais gamin, j'avais 8-9 ans. Je partais le matin à 6 heures avec la canne. Oui, à cette époque-là, les gamins à 3-4, on partait. Il y avait 3-4 km de chez moi et je revenais à midi. Une grande liberté. 3-4 poissons, voilà. Et donc c'est... Et puis j'ai eu un grand-père qui avait aussi des étangs, donc j'ai vécu quand même beaucoup en nature. Oui, une immersion tout seul, parce que là, le pêcheur, c'est aussi souvent une position de solitaire, effectivement, de s'installer sur le bord de l'étang et tout ça, effectivement. Donc ça donne... ça inscrit une certaine forme de complicité avec la nature. Déjà. Je pense que ça, pour moi, ça a été fondateur, quoi, parce que c'est vrai que aujourd'hui, dans nos modes urbains, en fait, le problème, c'est qu'on perd justement tous ces liens avec la nature, on perd ces liens avec les rythmes, avec les saisons, avec les rythmes. Oui, c'est ça. Du fait qu'on ait simplement chez soi un chauffage qui permet de dire, un chauffage ou une climatisation qui se déclenche automatiquement. Qui dit qu'effectivement il fait 20 degrés toute l'année, c'est pas terrible, quoi. Et c'est pour ça que c'est bien des fois de dire, tiens, je prends, même quand il pleut, de dire, je prends... J'y vais, quoi. Je sors, j'y vais, quoi. Et c'est vrai que la liberté, parce qu'on a à peu près la même génération, donc on a encore cette génération-là, quand on était enfant à la campagne, d'avoir une grande liberté à la journée, pratiquement, ou à la demi-journée, qui nous permettait de faire des kilomètres au bord des rivières, au bord des étangs, dans les forêts, d'imaginer des tas de choses, et d'avoir un contact privilégié avec la nature. Dès qu'on était à la campagne, ça marchait. Et puis moi c'est venu aussi la marche quand je suis venu m'installer dans les Vosges, c'était il y a 35 ans à peu près. Donc étant installé dans les Vosges, forcément, j'avais autour de moi quelques massifs, quoi, massif de l'Ormont, massif la Madeleine, le Camber, le Camber. Et puis voilà, puis c'est venu comme ça naturellement, et
Et j'ai commencé à fréquenter énormément les Vosges, parce que d'ailleurs j'ai fait tout un travail photo autour des Vosges, avec des photos panoramiques, c'est ça, qui ont été intéressantes. Un travail qui a été intéressant, parce que je me suis mis à, comment dire, à courir les Vosges en long, en large, en travers. Alors tu parlais d'écriture par rapport à la peinture, mais tu as fait aussi des productions de livres photographiques avec des productions écrites. Avec des productions écrites. Oui, oui. Avec des, on va dire, quelques textes en prose. Oui, mais voilà, quelques textes en prose, mais bon, c'est pas... L'écriture, c'est pas trop mon métier, entre guillemets. Je l'ai fait, si, c'est intéressant. Mais c'est plutôt des fulgurances, hein, c'est plutôt des choses qui sont... Oui, c'est ça, plutôt des choses lancées sur le papier, qui me permettent... Je rentrais en fait dans une photographie en essayant de me souvenir à quoi, qu'est-ce que j'avais en tête au moment où je faisais cette photo, qu'est-ce qui se passait. J'ai beaucoup de souvenirs de tout ce qui se passe. En fait, quand je regarde mes photos, je peux savoir. Oui, il y a plein de choses qui reviennent tout de suite. Oui. Ça remonte très vite en surface. Et donc j'ai travaillé ces textes-là à partir des photographies que j'avais faites pour mes bouquins, qui est aussi une correspondance entre le texte et l'image, et la photographie. Alors pour revenir un petit peu à la peinture, parce qu'on avait dit qu'on parlait un peu cuisine, oui. Donc je crois que tu peins pas, entre guillemets, d'une manière forcément normale, en utilisant, en achetant sa petite couleur chez le marchand de couleurs, en mettant un petit médium, voilà. Tu travailles quand même différemment, tu travailles avec des pigments, alors tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, et pourquoi. Est-ce que le fait de prendre des pigments naturels, c'est aussi une façon de coller à la terre, je dirais. Voilà. C'est ça, c'est vrai. Alors c'est vrai que ça, c'est une démarche qui m'est venue assez tôt, j'étais jeune, en fréquentant les musées, en fait. Et en fréquentant les musées, je me suis rendu compte qu'il y avait deux modèles de peinture. Deux modèles de technique de peinture. Il y avait les peintures qui étaient éblouissantes de lumière, éblouissantes de conservation. Et puis il y avait ces peintures qui commençaient à devenir tristounettes, grisâtres. Si on va dans les musées aujourd'hui, vous savez, ces grands tableaux qui sont, bon maintenant ça va, c'est restauré, mais on avait des choses quand même qui étaient très fades, où on ne voyait plus ce qu'il y avait à l'intérieur, enfin c'était vraiment très compliqué. Puis moi j'étais surtout intrigué par ces peintures, notamment anciennes, du 15e, du 14e siècle, en me disant mais comment ils ont fait pour aller... pour avoir une telle fraîcheur, parce que c'est vraiment de la fraîcheur. Et ça m'a incité à faire des recherches. Donc j'ai commencé à rechercher, et puis à me méfier de ce qu'on nous proposait aussi à l'époque. J'ai commencé à me méfier. Parce que quand j'ai commencé à lire, effectivement, je me suis dit, oh là, il y a quand même d'autres produits sur le marché que ces malheureux tubes de peinture sur lesquels il suffit de presser, et puis on croit qu'on a la lumière du monde dans les mains. Non, c'est pas du tout ça. Et en fait, je me suis intéressé à la technique, donc j'ai énormément lu, j'ai beaucoup d'ouvrages. J'ai lu beaucoup d'ouvrages sur le sujet, sur la technique. Et puis j'ai expérimenté énormément. Donc j'ai passé beaucoup de temps à expérimenter. Puis je me souviens aussi de cette phrase de Dürer qui disait que si on veut peindre un jour avec plaisir, avec bonheur, il faut s'affranchir de la technique. Il ne faut pas être comment dire, coincé par la technique. Effectivement, il y a eu beaucoup de peintres qui ont été coincés par ça. Bon, je pense notamment à Manet, qui a toute sa vie à ramer pour essayer malgré sa peinture, très belle, mais qui a ramé parce qu'il n'a jamais trouvé en fait la technique qui lui permettait d'avoir une liberté d'action, une liberté de geste. Ouais. Il y a oui, parce qu'il y a la jonction, justement. Oui, c'est-à-dire que sans Manet, il n'y aurait pas eu les impressionnistes. Bien sûr, voilà. Donc, effectivement, et c'est quand même quelqu'un qui venait d'une culture, entre guillemets, une culture classique à cette époque-là. Oui. Alors, quand on s'intéresse à la peinture ancienne, on passe forcément par un peintre qui s'appelle Van Eyck, que vous connaissez certainement. Donc, voilà, un peintre qui était à Bruges, et qui est, entre guillemets, la personne par laquelle a transité la technique ancienne de la peinture à l'œuf et de la peinture à l'huile. Donc c'est quelqu'un qui a mis en place une peinture, qui a créé une peinture qui associait les techniques anciennes. Technique ancienne, peinture à l'œuf.
Oui. Donc, En c'est technique, quoi oui, il y avait les peintures à l'œuf, il y avait les peintures à la cire, on pense Peinture à la au cire, portrait de Fayot, et tout ça. Oui, Ouais, oui, voilà, c'est ça. voilà, ouais. Donc avant, c'est vrai que la peinture à l'huile, elle arrive vers le 14e, 15e siècle, mais c'est Van Eyck qui est un petit peu le verrou, en fait, de toute la nouvelle démarche. En Occident. Ouais. Voilà, en Occident, oui, oui, tout à fait. Et donc ça m'a intéressé et j'ai recherché comment Van Eyck avait pu peindre, et effectivement, on trouve, il y a des ouvrages aujourd'hui qui permettent de le comprendre, et puis je me suis intéressé effectivement à toute cette chimie là, des médiums, de l'huile, des cicatifs, des vernis. Alors, c'est vrai que ça prend du temps, parce qu'on se trompe, on fait des erreurs, ça ne marche pas bien. On voit les erreurs assez tardivement. Assez tardivement, voilà, voilà. Mais par contre, ça a été une période assez intéressante pour moi, parce que moi, ça m'a permis de trouver effectivement une forme une recette, des recettes qui me donnent beaucoup de liberté, et qui m'ont permis de m'affranchir justement de tous ces problèmes techniques. Voilà. Donc c'est une peinture, moi, pas le cacher, c'est une peinture qui est faite à l'œuf, voilà, qui mixe des huiles cuites, des résines, et donc j'utilise donc des pigments bruts, donc il n'y a pas besoin de... C'est une émulsion, Voilà. En fait, les jaunes d'œuf, ils permettent de mélanger... Oui, puis c'est l'eau qui permet oui, c'est l'eau. de rappeler ça. Oui, parce que l'émulsion, qu'on fasse une émulsion maigre ou qu'on fasse une émulsion grasse, on a de l'eau. Et en fin de compte, de l'eau et de l'huile. Et c'est super important, c'est tout, parce que c'est quand même parce qu'elle s'évapore. Oui. Et c'est à ce moment-là où on a vraiment le pigment qui est fixé sur le tableau, quoi. Voilà. Et puis c'est ce qui m'intéressait aussi, parce que c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir travailler, comme on dit, à le primat, c'est-à-dire tout de suite. En direct, quoi. En direct. Et ce qui nous donne quand même des délais de séchage assez rapides. Tout à fait. Et ce qui permet de revenir assez rapidement sur les couches aussi. Oui. Moi, sur une peinture, effectivement, dès que j'ai posé une teinte, je veux dire que 3 minutes après, je peux reposer une teinte par-dessus sans déranger ce que j'ai fait en dessous. Oui, c'est ça. Il y a déjà une prise. C'est intéressant. Et ça, c'est le... Et puis en plus, bon, ce qui me plaît aussi, c'est la matité aussi. Donc le côté mat. Je pourrais être plus gras, bien sûr, plus brillant, plus gras, mais j'ai gardé quand même en perspective la matité. Donc avec plutôt de l'eau, plus d'eau, mais plus d'eau que d'huile en fait. C'est ça, plus d'eau que d'huile. J'aurais pu faire une matière plus grasse, quoi. Voilà, oui. En fait, c'est quand même... La magie, elle est comme... Alors dans toutes ces cuisines, dans tous ces mélanges, la magie, elle vient quand même de l'œuf. Oui. C'est quand même ça qui est magique. Alors dans l'œuf, alors il y a plusieurs écoles. Hein. Toi, tu es l'école... moi aussi, on est tous les deux de la même école. On est de l'école du jaune. Il y a des gens de l'école du jaune et du blanc. Et il y a même des gens qui sont de l'école du blanc. Voilà. Alors l'école du blanc, c'est encore autre chose. Encore autre chose. Oui. Voilà. Oui, parce qu'il y a le mélange du blanc et du jaune. Oui. Alors pour ceux qui utilisent l'œuf, n'utilisez pas le blanc d'œuf tel qu'il est. C'est une erreur. Oui. Faites-le mousser comme si vous faisiez des œufs à la neige et utilisez l'eau du blanc d'œuf pour peindre. Voilà, c'est ça. Et vous pouvez aussi utiliser de la gélatine, de la caséine, du lait, du miel. Oui, le miel, ça marche très bien. Oui, du fromage, la caséine, c'est du fromage. Vous utilisez la bière aussi. La gomme. La bière, le sucre. Oui, le sucre. Tout type de colle, la colle de peau, la colle de peau de lapin. Alors là, l'odeur, je ne vous dis pas, parce que ça se fait réchauffer quand même au bain-marie un certain temps. Vous imaginez la colle de peau, ce que ça donne. Là, vous avez une odeur assez puissante, persistante. Vous en avez pour au moins une bonne semaine chez vous. Voilà. Et là, par contre, des mélanges style colle de peau, ça permettait de faire de la fresque, de travailler la fresque directement sur le mur et d'avoir des choses hyper dures et qui se conservaient super bien, quoi. D'ailleurs, dans la préparation du support, c'est pareil, c'est très, très complexe en fait, la préparation du support. Avec les toiles de lin, les encollages au sabre, les encollages colle de peau, plâtre, blanc de meudon. Donc il y a toute une cuisine quand même qui est assez intéressante, importante. Et, alors c'est vrai que c'est pas une obligation de la pratiquer, mais c'est important de la connaître parce que si on ne la connaît pas, en fait, si on n'a pas expérimenté, on ne sait pas. Et donc on va toujours être tenté par les produits du commerce qui, à mon goût, et qui à mon sens, ne sont pas des produits extrêmement vaillants, quoi. Je veux dire, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc bien que ça ait changé un petit peu. Mais ça change. Ça change un peu. Mais oui, parce qu'on a quand même de l'huile extra fine, et si on prend un médium, et tout ça, on arrive à faire des choses,
très très bien quand même. Mais, Mais ce qui est intéressant, ce que je veux dire, dans ta peinture, et ça on le sent bien dans toutes les toiles qu'on voit ici, c'est que tu utilises des pigments. Tu travailles avec des éléments naturels, avec du jaune d'œuf, avec des tempéras, hein, ça s'appelle comme ça. Et en fin de compte, il y a quelque chose qui se passe, et les élèves, on l'a déjà expérimenté avec les élèves, c'est qu'à partir du moment où on travaille des terres avec des éléments naturels, tout s'harmonise naturellement. oui, oui. Tout s'harmonise naturellement. Et vous voyez bien que dans le traitement de la couleur, on peut avoir des oranges qui arrivent. Les oranges qui arrivent, c'est déjà assez osé de les mettre comme ça, mais ils s'harmonisent assez facilement parce que c'est un orange qui vient d'un pigment naturel. Oui. Alors que tu aurais effectivement voulu, à mon avis, avoir ce type d'orange comme ça, avec des peintures sorties du tube, totalement artificielles et chimiques, jamais t'y arrives. Non, puis il y a aussi une question, il y a aussi une question économique, hein, la peinture. Moi, quand j'étais jeune, effectivement, tous ces produits-là, ben, c'était cher. Quoi. Quand on est étudiant, Oui, ça reste moi, cher. j'allais chez Sennelier à Paris, Oui. je me prenais des bonnes avoines au niveau du portefeuille, quoi, c'était pas mal. Et non, là, c'est un circuit vraiment très économique, hein, que vaut un œuf. Hein, un œuf et du pigment, 1 kilo de pigment, ben, sur des terres et des choses comme ça vaut 10, 15 euros, je sais pas, Oui, sur 1 kilo. Quoi. Oui, c'est vrai. 1 kilo, vous en avez pour Un moment. oui, un moment. Donc, non, c'est une peinture aussi qui est économique, qui est aussi écologique. Entre guillemets. L'œuf, l'huile de lin, l'œuf, voilà, on ne rentre pas dans des choses, dans des chimies, quoi, des chimies agressives. Quoi. On est dans des choses très naturelles. Très naturel. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est c'est que les anciens, ils ont compris qu'avec des éléments naturels, on pouvait peindre, on pouvait faire des choses. Oui, parce que vous avez des tempéras du 15e, Oui, ça, ça, oui. qui sont faites sur bois et qui Oui. sont d'une qualité, Oui. incroyable. Par contre, quoi. ça nécessitait effectivement des préparations et surtout beaucoup de méthodes quoi, dans le traitement. On peut pas, c'est pas de l'à peu près, hein, c'est des choses qui sont quand même étudiées, qui sont la cuisine, là, elle se fait pas par hasard comme ça. Je veux dire, on va pas mélanger n'importe quoi. À un moment donné, voilà, il faut Oui, c'est question de proportion, des recettes, des recettes, et, des températures, Oui, voilà. c'est ça, oui. Quand on cuit les huiles, par exemple, Oui. quand on cuit une huile, on sait que c'est 2-3 heures pour cuire l'huile, on met de la litarde, donc c'est des blancs de plomb. Il faut faire attention aux émanations. Si on cuit trop fort, on gâche tout, l'huile va être beaucoup trop épaisse. Si on ne cuit pas assez, elle va rester trop liquide. Donc il y a toute cette cuisine-là, mais qui est drôle, mais qui est intéressante. Oui, c'est ça. Bon, après, est-ce que tu cuis tes huiles? Non, Oui, t'achètes- si, moi, si, je les cuis. tu les cuis. Hein. Oui. Moi, j'achète de l'huile cuite. Oui, oui, Moi, je suis un peu plus frais. C'est plus cher. Non c'est plus cher. Toi, tu les cuis. D'accord. Oui. Ah oui, d'accord. Oui. Ouais, tu fais vraiment la... Oui. D'accord. Effectivement, s'il y a des gens qui sont intéressés, moi je peux vous lister un certain nombre d'ouvrages. Notamment, il y a un ouvrage qu'il faut avoir, c'est le livre de Jacques Marogé. Ah. Jacques Marogé, qui s'appelle Dans le secret des grands peintres. Et Jacques Marogé, c'est quelqu'un qui est né à la fin du siècle, à la fin du 19e siècle, qui est mort dans les années 65, et qui a écrit tout un traité sur la peinture, vraiment très très intéressant, parce qu'il expose justement tous ces cas et tous ces cas de figure, et il expose comment la peinture finalement a évolué, et comment lui il en est parti à rechercher chez les peintres anciens, dans les écoles en fait, parce que c'est aussi des écoles. Oui, bien sûr. Il faut le rappeler. Oui, des ateliers, Les ateliers, les écoles où se passaient effectivement, où s'échangeaient les recettes, où s'échangeaient les savoirs, alors qu'aujourd'hui, les savoirs, dans l'atelier d'un peintre, le peintre il est seul dans son atelier en général. En règle générale. Après, aujourd'hui, les échanges, ils sont... Oui, Ils sont peut-être à l'école, effectivement. Oui, oui, et encore. Et puis, alors après, aujourd'hui, on a le net, mais je ne sais pas si l'échange se fait vraiment. Bon, on peut avoir accès à certaines choses, mais... Mais c'est vrai qu'à partir du 19e siècle, l'artiste il se retrouve en fait très isolé dans son travail. Mais il se retrouve isolé parce que la notion d'artiste arrive seulement. Oui. Parce qu'avant, la notion d'artiste n'existait Donc, pratiquement pas. Les commandes nécessitaient qu'ils soient plusieurs. Ouais. Et la revendication de l'artiste, elle arrive avec l'impressionnisme à cette époque-là. Donc c'est une autre revendication. Et effectivement, après ça fonctionne différemment. Et on voit que techniquement, ça suit aussi différemment. Oui. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a déjà les impressionnistes qui sortent, eux, ont déjà techniquement, puisqu'ils sortent et qu'il y a eu l'invention des premiers tubes de peinture,
Et vous apercevez que les peintures impressionnistes, quand vous les voyez, elles sont dans un état pas terrible, même certains Monet, tout ça, c'est quand même assez dégradé, tout ça. Tout ça parce qu'il n'y a pas de liant, parce que la lumière, ça s'est dégradé, voilà. Renoir reste encore, par exemple, un des impressionnistes très classiques. Donc, où là, on a encore une qualité, une qualité de peinture. Il y a beaucoup d'impressionnistes où la qualité se dégrade. Et en fin de compte, on s'aperçoit que quand on avance dans le temps, et on arrive en fin de compte, parce que l'industrie s'empare aussi de tout ça, on arrive à la peinture acrylique, quoi. Oui. Donc, il fait que c'est vraiment là une peinture, c'est une peinture murale en tube, quoi. Oui. On va dire comme ça. Ouais. Oui, non, c'est vrai. Mais c'est vrai que, quand tu parlais des impressionnistes, bon, il y a des gens qui tirent leur épingle du jeu, enfin, en termes de technique. Hein, je pense notamment à un tableau qui est connu, c'est La Fée Électricité de Raoul Dufy. Oui. Donc ça, c'est un tableau qui a été, justement, c'est Maroger qui a plus ou moins préconisé les recettes pour ce tableau-là, et c'est un tableau qui est exceptionnel au niveau de sa facture. C'est ça. Et puis il y a quelques exemples comme ça, hein. Par exemple Van Gogh, comment il peignait Van Gogh, voilà, il y a encore plein de mystères, hein. Il y a des gens qui ont réussi à faire des choses assez intéressantes, et puis on voit, et quand on se va dans les musées, on voit forcément qu'il y a des gens qui ont craché la peinture du tube, quoi. Van Gogh, il a eu une formation classique, hein. Oui, Ça se sent, parce que ses premières peintures, je pense au mangeur de pommes de terre et tout ça, ouais. On voit que là, il y a quelque chose, il y a toute une facture classique. Après, il a une grande liberté, mais il a ça et il a ça en lui. Alors qu'effectivement, d'autres impressionnistes ou post-impressionnistes, après, on voit que techniquement, ça fonctionne. Alors il y a des gens qui effectivement, ont gardé cette appétence pour pour la technique, pour la connaissance, en fait. La connaissance et les savoirs en matière de pictural. Et puis il y a ceux qui sont des peintres à tout prix et qui finalement vont aller acheter une toile du commerce et voilà, et utiliser les tubes tels qu'ils sortent du tube, quoi. Oui, c'est ça. Mais effectivement, ça ne produit pas les mêmes choses. Oui. Même si la créativité reste toujours... oui, elle est très haute. Oui, et vu ce qui s'est passé au niveau de la créativité, c'est bien, parce qu'il y a eu une ouverture complètement... On est quand même sorti du classicisme, quoi. Oui, c'était quand même heureusement, effectivement. Voilà. Et en photographie, tu continues à travailler à la photographie, mais tu as eu le passage aussi au numérique, alors. Tu as été argentique et tu as été numérique. J'ai été effectivement... Parce qu'argentique, on était dans la cuisine, on va dire. Oui, moi j'étais à la cave chez mes parents. Oui. Alors ça m'a coûté des soirées très très tardives, des nuits quasiment, parce que effectivement j'avais installé un labo dans la cave chez mes parents. Et tu tirais couleur aussi ou tu tirais noir et blanc, et j'avais commencé à m'équiper même en 6.6 à l'époque. Ouais. J'ai fait pas mal de choses en photographie, mais alors je suis passé, effectivement, comme beaucoup, je suis passé au numérique, mais j'ai quand même cette nostalgie-là de l'argentique. Je pense que, bon, aujourd'hui c'est un problème de temps, bien sûr, hein, mais j'ai pas retrouvé dans le numérique tout ce que l'argentique me donnait comme émotion, comme... Voilà. Il y avait quand même le laboratoire qui était là pour... Et puis comment dire, la prise de vue aussi. Parce que la prise de vue, quand on était en argentique, c'était... Je me souviens, étant étudiant, on achetait une pellicule 24 poses et 12 poses. Ah, les poses étaient comptées. Les poses étaient comptées. Ouais. Donc on ne faisait pas n'importe quoi au niveau de la photo. Donc on faisait attention à ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, avec le numérique, c'est vrai que... Allez, on a dans les rafales, je ne sais pas combien de rafales par seconde, le nombre de photos par seconde, c'est astronomique, quoi. Mais, et voilà, mais ça n'apporte pas grand-chose, tout ça. Je veux dire, bien que, techniquement, bon, c'est vrai qu'il y a la photographie numérique, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a permis à plein de gens de s'exprimer, de pouvoir mettre entre leurs mains un outil qu'ils n'auraient pas mis s'ils avaient été en argentique. Je me souviens, quand on était en argentique, on n'était pas nombreux en tant que... Non, il n'y avait pas. Aujourd'hui, on prend un smartphone et puis voilà, c'est paradoxal parce qu'on ne fait plus rien des photos. Oui, elles restent dans l'appareil, on ne sait plus où elles sont sur une clé, dans l'ordinateur. Et quand on... Voilà. Mais peut-être que c'est intéressant pour simplement essayer, tester, même si effectivement, même si on n'en fait rien. C'est intéressant, c'est d'avoir une démarche. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est un passage intéressant parce que c'est des gens qui, s'ils n'avaient pas eu ces outils-là, s'ils n'avaient pas le smartphone, comment ils feraient de la photo? Qu'est-ce qu'ils feraient avec un appareil? Alors après, c'est intéressant, mais après aussi le pendant qui fait que
il y a pas mal de gens, puisqu'on revient au paysage, Oui. et on le voit aussi dans les musées, c'est-à-dire que comme sur du numérique, au lieu de vivre le paysage ou de regarder ce qu'il y a, ils veulent tout de suite en faire l'image. Et que Oui. donc ça devient totalement infernal. Non, non, mais disons que la culture du portable, effectivement, Oui, elle est insupportable parce qu'en fait, c'est l'image type des Japonais qui sortent du car et moi, je les ai vus trop tard, sortir du car, faire une photo, ça a duré 10 minutes, un quart d'heure et tout le monde remonte dans le bus, quoi, et personne n'a rien vu. Quoi. Personne ne s'est assis Ah non, pour, personne n'a rien vu. pour respirer un peu. Chacun a fait 150 photos. Voilà, chacun a fait ça. Ouais, pour dire j'y étais. Quoi. J'y étais. J'y étais. Voilà, Ouais. parce qu'il faisait un tour en France. Voilà, c'est ça. Ouais. Et voilà, et ça c'est un peu le côté dommageable de la photographie avec les portables. Mais c'est pour ça que j'ai vu des jeunes par contre qui reprenaient l'argentique, ça revient un petit peu à la Oui. mode. Bah, on a Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Qui perdure toujours, on a un peu de demande, effectivement. Oui, oui. C'est intéressant aussi, le labo c'est intéressant, hein, c'est aussi la révélation d'images. Voilà, c'est oui. ça qui est extrêmement fort. Quoi. C'est un petit peu comme quand Comme on en rêve. Quoi. Ouais. En peinture aussi, en peinture aussi, on a une révélation de l'image. En fin de compte, tout doucement, l'image elle monte. Tout doucement, la montagne, elle prend son énergie, elle prend sa lumière, tout ça. Il y a quelque chose effectivement de magique dans l'apparition. L'apparition, puis en plus, on fait apparaître quelque chose qui est passé. Voilà. Quelque chose qui est déjà du souvenir. Oui. Et tout d'un coup, on voit le souvenir qui est pratiquement il est dans la cuvette, quoi, dans la cuvette de révélateur, et il a une réalité. Voilà, oui. Ce souvenir-là, il a une réalité. Oui. C'est ça qui est intéressant. Mais il est déjà réinterprété. C'est ça qui est vachement interprété. interprété. Ouais. Par contre, on n'a pas cette magie-là dans la photographie. Mais... Non. Parce qu'on est dans l'instantané, on est dans l'immédiat. Hein, quand on fait une photo, vous regardez les comportements, on fait une photo, et bien souvent, 8 photos sur 10, elles ne seront jamais regardées. On va les regarder sur le moment, on va les montrer à ses amis, C'est ça. et puis après, c'est fini. Quoi. Alors que, quand on était dans la photographie papier, argentique, on avait cette fabrication d'image. Oui. J'entends le mot fabrication. D'image. Alors que là, on n'est pas dans la fabrication. Il y avait un très bon livre, La petite fabrique de l'image. Fabrique de l'image. Qui était justement un livre pour les photographes, et qui était très intéressant sur la relation à l'image. Oui, oui. La relation, et on revient à la même chose, la relation au monde, la relation, voilà, et la transposition qu'on peut en faire aussi, nous, artistes. Quoi. Exact. Voilà. Exactement. Bon, ben, on a déjà pas mal voyagé, hein, donc est-ce que le public... On n'a pas parlé, alors on n'a pas parlé des volumes. Alors les volumes, oui, des sculptures. Ah, les sculptures, c'est un peu une anecdote. Ouais, mais c'est bien, parce que c'est bien d'en parler aussi. Parce que ça, voilà, ouais, vas-y. Non, c'est parce que je m'étais dit, tiens, voir que les tableaux dans la galerie, on est dans un système entre guillemets 2D, une présentation assez plane comme ça. Et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de venir comment dire, apporter une petite modulation en apportant des volumes. Voilà, je me suis dit, quel volume je vais amener, parce que c'est pas trop mon domaine. Je me suis dit, je vais utiliser un petit peu ce que j'ai sous la main, donc j'en ai un peu d'argile. Je n'avais pas fait d'argile depuis 40 ans. Voilà, donc je me suis dit, tiens, je vais essayer de retravailler quelques petits sommets en argile, et puis d'utiliser des morceaux de bois, parce que je collectionne un peu ce qu'on appelle ces grandes chutes, c'est-à-dire c'est ce que les bûcherons utilisent quand ils vont couper un arbre. Ou les petites chutes quand les gens font des poteaux pour des parcs. Pour les parcs, voilà. Ouais. Et donc j'aime bien toutes ces formes, et je collectionne ça, j'ai ça chez moi comme ça, posé, j'ai mes petites montagnes qui sont posées sur mon étagère. Ouais. C'est toujours un petit rappel. Ouais, voilà, ouais, c'est bien d'avoir des petites choses. Moi, chez moi, par exemple, sur les bords de fenêtre, j'ai des cailloux. Voilà, des cailloux. Oui, c'est des choses comme ça. Et on s'aperçoit qu'il y a des espèces. Dans un atelier, ça serait intéressant de faire une visite commentée d'atelier. Oui. Parce qu'effectivement, il y a des espèces d'objets qui traînent comme ça, qui sont presque des objets rituels. Quoi. Oui, c'est du rituel, parce que voilà, moi, c'est peut-être pour me rappeler que chaque jour, j'ai un métier qui peut perdre des montagnes. Voilà, donc j'ai ces petits objets-là chez moi, et puis je me suis dit, tiens, je vais les utiliser, et puis les transformer un petit peu pour les mettre au sein d'exposition, donner un petit peu un écho à ces tableaux.
Voilà, parce qu'on est quand même dans la peinture, il y a aussi ce côté 2D hein, quand même qui est toujours. Oui, c'est ça, oui. Il peut devenir une frustration oui, aussi. oui. Parce même si on peut avoir de la perspective atmosphérique et tout ça, mais on est quand même dans du 2D. Dans du 2D, effectivement, quelque part, alors c'est pas de la frustration, parce que c'est pas vraiment ça, mais à un moment donné, quand on peint d'ailleurs, on a envie de faire sortir des fois, le volume de la toile. Ah bah, c'est sûr, quand on voit le Caravage, par exemple, ou quand on voit Rembrandt, il y a des choses qui sont... Non, c'est la lumière qui permet ça. Ouais, c'est ça. Ouais, la lumière qui permet de, justement, à un moment donné, de ne pas être écrasé dans la toile et oui, dans une surface 2D, mais de pouvoir faire remonter les volumes, justement, par la lumière. C'est pour ça que le blanc m'intéresse. Alors, c'est la neige qui m'intéresse au départ, mais le blanc qui n'est pas un blanc, qui est un blanc bleuté, voilà, oui. Il m'intéresse parce qu'il va... En fait, c'est un révélateur. Il va révéler tout ce qui est autour, tout le noir, tous les sombres, oui. tous ces camailleux de gris, de vert. Le blanc va permettre de les révéler, de leur donner une valeur, en fait, une vraie valeur. Voilà. Est-ce qu'on peut passer la parole au public, si le public a des questions? L'inspiration est vosgienne ou une autre montagne? L'inspiration Vosgienne, la montagne des Vosges ou alors non, là c'est... Il y a quelques petites choses des Vosges. Il y a les petits tableaux là qui sont d'inspiration, les petits tableaux au mur qui sont d'inspiration Vosges. Sinon, non, c'est les Alpes, hein, Bosso, parce que je me balade dans les Alpes assez souvent, donc voilà. Et non, il n'y a pas de... Il y a un peu de Vercors, il y a un peu d'Alpes, il y a un peu de... Il n'y a pas de Pyrénées. Il n'y a pas de Pyrénées, c'est trop loin. Non. Alors effectivement, c'est... Oui. J'avais une question, Vincent. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu les signatures. Alors je voulais savoir ta position sur... Ma position, c'est que moi, je ne suis pas trop favorable aux signatures sur les tableaux. Parce que je pense que ça, comme on disait tout à l'heure, c'est un élément perturbateur. Quoi. Je suis assez d'accord. D'autant plus que quelquefois, je dis il y a des grosses tartines sur les tableaux. Les signatures qui sont plus grosses que le Les signatures qui sont plus grosses que le sujet. Donc je reste... Non, mes toiles, elles sont signées au dos. Il y a une signature au dos avec la date, parce que ça me permet aussi, moi, de savoir à quelle date j'ai fait ça, à quoi ça fait référence. Après, si les gens veulent une signature devant, jamais, mais non, je ne suis pas trop... Alors en photo, par exemple, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Voilà. Ouais, c'est pour ça que... En photo, on ne met pas de signature sur les photos. Parce que ce serait, effectivement, c'est un gâchis, quoi. Ça rapporte un élément supplémentaire qui a aucune incidence. Qui a aucune incidence, qui a une mauvaise incidence. Qui a une mauvaise incidence. Sur le rendu, quoi, généralement. C'est vrai que c'est un code. C'est pas une question d'ego, hein, c'est une question de... aussi, comment dire, non, je comprends bien de ne pas perturber la surface. Une surface comme ça, on n'a pas envie qu'elle soit perturbée avec une signature. Surtout que ceux qui signent, comme par exemple, ils arrivent sur des sombres comme ça, ils en profitent pour mettre un rouge vif. Non, mais, voilà. En général, je me souviens, je me dis, ah, c'est moi qui fais ça. Je m'en souviens. Mais la signature, elle est dans la facture, quoi. Forcément. Et là, ce que je voulais dire aussi dans la facture, parce qu'on n'a pas trop parlé, mais en tant que peintre, quand je vois le travail de Vincent, il vous explique ça d'une manière très, très simple. Ça paraît très simple, ça paraît très naturel avec des éléments très naturels et tout ça, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a un grand travail. Il y a un travail énorme, avec des prises de risques énormes en peinture. Parce que, mine de rien, quand je vois une peinture, regardez cette peinture qui est là à gauche, là, et voilà, à oser en peinture prendre un pinceau et aller mettre une tache blanche comme elle arrive là, je ne sais pas si c'est de la neige, est-ce que c'est les petites taches qui arrivent là, avec la valeur juste de cette tache-là, aller la mettre sur un sombre, mais c'est un risque incroyable en peinture. C'est-à-dire, et ce qui va donner toute la profondeur. Et ce sont des risques. Et quand on voit tout ce jeu de tâches et de lumière, et comment ça dialogue avec le sommet derrière, et comment ça dialogue avec le premier plan et tout ça. Et là, on voit qu'il y a toute une construction interne au tableau qui lui donne toute son énergie et toute sa richesse. Et donc, c'est 40 ans, 50 ans de travail, et c'est du risque. C'est pas évident du tout d'aller... Moi, je sais qu'amener un orange, comment il amène des oranges là, c'est pas du tout évident. Quand on est dans un espèce de camailleux de gris, bleu et tout ça, venir directement
oser amener un orange comme ça pour ramener quelque chose, pas forcément la lumière, mais ramener une poésie, ramener une énergie, ramener une chose comme ça, et bien c'est un travail avec une grande prise de risque dans ce travail-là. Ça paraît pas comme ça, mais en fin de compte, quand on voit comment c'est fait, quand on voit la facture, et en même temps, tout en gardant une fraîcheur et une liberté. Et ça, voilà, ça demande un peu de métier, quoi. Alors, ce que j'ai pas dit également, c'est que effectivement, j'ai toujours plusieurs tableaux en cours, en fait. Parce que à un moment donné, si je sens qu'il y a une résistance qui s'installe entre moi et ce que je suis en train de produire, il peut y avoir des résistances, hein, parce qu'à un moment donné, là, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et donc, je laisse traîner le tableau. Des fois, ça peut durer 1 an. Il peut traîner pendant 1 an. Mais je sais qu'il est toujours là, je l'ai toujours en tête. Alors, quelquefois, je les ressors, je le remets chez moi, devant moi, donc, pour être sûr de l'avoir vraiment en tête, pour commencer à remettre du ferment dedans, hein, à essayer de faire lever la pâte, pour qu'à un moment donné, je puisse retravailler dessus. Disons que je ne suis pas juste boutiste, je ne vais pas dire il faut que je termine à tout prix. Non, je ne termine pas à tout prix. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, le souci du détail, c'est pas mon souci en fait. Donc, à un moment donné, c'est l'équilibre. Il va falloir sentir, c'est un équilibre. C'est l'équilibre de la lumière et tout ça, donc c'est là où tu te dis que... Il va falloir sentir, à un moment donné, s'il faut aller plus loin, s'il faut s'arrêter. Ouais. Et quelquefois, quand je ne suis pas certain de ça, je ne suis pas toujours certain qu'il faille s'arrêter, je me dis, tiens, tu pourrais ramener un petit peu de couleur là, tu peux ramener ça, mais je ne le fais pas tout de suite, donc je laisse traîner en fait mes travaux, et je les laisse un petit peu en maturation, et ça me permet, moi, d'attaquer autre chose, et puis aussi d'avoir un esprit un peu plus neuf le jour où je le reprends, quoi. Parce que bien souvent, on finit par s'enterrer. Totalement, on finit par se... Et parce que garder la légèreté en peinture, c'est un truc incroyable, quoi. Effectivement, parce que la peinture, c'est quand même du travail, mais en même temps, il faut avoir de la légèreté, donc c'est paradoxal. Oui, donc c'est ça, c'est ça qui est un peu compliqué. Et effectivement, c'est peut-être cette mise à distance des œuvres comme ça dans l'atelier, dans la mise à distance physique et dans le temps, qui permet, mais en même temps, il ne faut pas perdre, et voilà, c'est encore paradoxal, il ne faut pas perdre l'énergie du premier travail. Et voilà, donc c'est tout ça en même temps, quoi. Et donc, voilà. C'est un avantage par rapport à la photo. Effectivement, la photo, quand on a déclenché, on a déclenché. Mais en peinture, on a toujours la possibilité de dire stop, j'arrête, et ça m'arrive, hein, moi j'aime bien le doute, j'aime bien douter des choses, parce que c'est vrai que le doute, c'est pas le contraire de la certitude, c'est simplement, ce sont des moments où on met des tempos, on met des systèmes d'arrêt, pour pouvoir analyser, avoir une rétrospective sur son travail, sur ce qu'on a fait, et de pouvoir ensuite rebondir, en fait, c'est un rebond. Donc le doute, il permet d'ouvrir aussi à d'autres portes. Et donc ça, c'est intéressant. J'ai une question aussi. Moi, j'aime bien tes tableaux, puisque c'est en même temps réaliste, en même temps imaginaire, voire fantasmagorique. Oui. Et ça fait penser. Alors ça fait penser à... On se dit, ah bah tiens, ça me fait penser à telle balade, ou à telle montagne, je crois, je vais dire au hasard, tiens, ce serait pas Liger, là, par hasard. Et donc évidemment, au moment où on était en face, ça produit quelque chose en soi, ce fait de peindre de mémoire, quoi. Oui. C'est imprégné de quelque chose. Oui, alors il y a effectivement ce jeu de la mémoire qui est très compliqué, en fait. Le jeu de la mémoire, il est compliqué parce que, comme je disais, on travaille avec des schémas, on a des schémas en tête, quoi. Et on est toujours ramené à ces schémas-là. Si je veux peindre une montagne, si je peins un glacier, le schéma du glacier, il m'apparaît, il est évident. C'est pratiquement un présupposé, quoi. Le glacier, il est là, quoi. Je le vois, mais en même temps, il ne faut pas que je le traite de cette façon-là. Je ne vais pas devenir un esclave aussi de cette représentation, en fait. Et je disais dernièrement, il y a un texte qui est superbe à ce titre-là, c'est Bachelard, quand il parle du songe, le rêve et les songes, et quand il explique la différence entre justement l'imaginaire, l'imagination. Mais c'est vrai que c'est important parce que
c'est à la fois des souvenirs, mais c'est plus des souvenirs à partir du moment où on va les triturer, on va les déformer, on va leur donner une autre configuration. Et par contre, ils sont là, mais à distance. En fait, c'est ça qui est intéressant. Parce que s'ils ne sont pas à distance, ça veut dire qu'on repart dans le schéma. Je suis dans une conformité, je reste dans la conformité de mon imaginaire, alors que l'imaginaire, il a besoin justement d'aller au-delà de ce qu'on lui impose, au-delà de ce que mon esprit m'impose. Parce que mon esprit m'impose des choses. Il me dit, ben, tu veux peindre de la neige, c'est comme ça la neige, c'est pas autrement, quoi. Donc je suis obligé d'aller chercher des variantes, des chemins, des passages. C'est là où le corps, Voilà. où le corps intervient. Voilà. Parce que c'est pas uniquement quelque chose de cérébral. Non, c'est pas que Voilà, ça. c'est ça. Par contre, je reste quand même, et c'est vrai, la remarque intéressante, je reste quand même dans... La montagne est là, elle pourrait être là, elle n'est pas là. Voilà, c'est ça qui est finalement qui est touchant, qui est beau, quoi. C'est de dire, ben, j'y étais, mais j'y étais pas. Alors voilà, j'avais noté, ça marche plus. Non, ça marche plus. Voilà, ça va remarcher. Voilà. Alors, j'avais noté, peut-être on peut terminer là-dessus, Oui. un petit aphorisme de Nietzsche. Il disait, je n'écris pas qu'avec ma main, mon pied veut toujours être aussi de la partie, il tient son rôle bravement, libre et solide, tantôt à travers champs, tantôt sur le papier. On pourrait mettre, je ne peins pas qu'avec ma main, et voilà. Mais je voudrais quand même partager avec vous le sentiment que j'ai eu quand je suis arrivée ici dans l'expo au moment du fil. Ce qui m'a impressionné, c'était ça me donnait envie de chanter. Ah. Pour moi, ces peintures chantent. Et ma question, c'est quand vous êtes dans la nature, en montagne, entouré donc, du paysage, est-ce que vous avez envie de chanter? Je ne parle pas de texte, une mélodie qui vient spontanément par votre voix. Et parce que vous êtes dans la nature sans faire des esquisses. Donc vous êtes là et vous vous imprégnez de tout ce que vous voyez. Donc vous êtes en communication avec ce qui vous entoure. Donc, et justement, chanter, c'est ça qui fait aussi qu'on est en relation avec ce qui est autour de nous. Alors, c'est une question intime. Non, c'est intéressant. Vous êtes pas obligé de dire. Non, c'est intéressant parce que, en plus, c'est vrai que moi, je passe beaucoup de temps à faire de la musique. Donc, je passe plus d'1 heure par jour à faire de la musique, quoi. Je passe plus d'1 heure par jour à faire de la musique. Voilà. Donc, quel instrument? moi, je suis de la guitare. Tu fais de la guitare acoustique. Ah oui. Ouais, Ah, c'est marrant, bon, ça, on va faire un puff. Mais c'est pareil depuis l'âge de 12 ans. Et actuellement, tous les jours, c'est au moins 1 heure, quoi. Et puis j'écoute énormément de musique baroque aussi. Donc quand je suis en nature, j'ai naturellement des tas de choses comme ça qui viennent en tête. Et comme je disais, la marche, elle devient une cadence, et la cadence appelle des chants, des choses. Alors je ne l'écris pas à tue-tête, bien sûr, mais ils sont dans ma tête, et cette cadence-là me permet aussi de marcher, me permet d'avancer, et aussi de composer aussi des univers, quoi, me fait voyager dans d'autres espaces en étant dans ces espaces de montagne. Oui, c'est ça. Donc vous voyez, c'était pas... Il vous fait danser, hein. Il y a des choses, il y a des éléments qui dansent sur votre... Ah oui. Ah oui, là, les points, la neige. Ah ben, c'est les vibrations, oui. Oui, ça vibre, Il y a bien des sûr. choses, et là aussi, les grandes pierres, ils sont en train de rouler. Oui. Il y a du mouvement, hein. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Ah, merci. Voilà. Oui. Il me semble que dans la plupart des tableaux, il y a un premier plan où il y a beaucoup de flou et un arrière-plan qui est beaucoup plus précis dans le dessin de la montagne. Alors, est-ce que c'est une vision personnelle qui n'existe pas ou
est-ce que c'est pour donner cette impression d'aller vers le net? Ben oui. Et donc d'aller, comme quand on est marcheur, quand on fait une randonnée, on marche, on croit toujours que le but est à sa portée, alors qu'il faut y aller, il faut y aller. Oui. Voilà. Donc ce serait pour moi une espèce de transposition de cette marche, de ce temps, pour aller vers, plastiquement. Oui, tout à fait. Ben, c'est une bonne remarque, parce que on en avait parlé lors de l'inauguration. J'avais dit qu'effectivement, une montagne peut en cacher une autre, et effectivement, il y a toujours cette dimension de la montagne qui est derrière l'autre montagne. Donc il y a toujours la dimension de la perspective. Effectivement, c'est pas ce qui est pas à ses pieds, c'est pas ça qui est important. C'est important, mais ce qui est important, c'est la perspective, c'est le fil qui nous conduit vers un ailleurs aussi, parce que entre guillemets, dès qu'on est dans la rêverie, dans l'imaginaire, ben finalement, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite, donc on est sans arrêt en train d'aller rechercher quelque chose d'autre. Et puis la montagne, ben, elle donne aussi cette possibilité-là par rapport à des paysages de mer, c'est d'avancer en changeant de paysage sans tout arrêt. Tout le temps. Oui. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui est derrière, ce qui n'est pas vu, ce qui n'est pas atteint aussi. Oui, Parce qu'il y a aussi une chose qui est intéressante dans la montagne, donc... c'est la montagne qui n'est pas marchée. Il y a aussi quelque chose qui est comme ça, dans la représentation de la montagne, ce qui m'intéresse aussi, c'est un petit peu la sacralisation de la montagne. C'est la montagne sur laquelle on n'ira pas marcher. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, on est quand même dans un système d'ultra-performance, où il faut aller partout. Hein, c'est les 8000 dans tous les coins. Oui, c'est 50 000 personnes sur le reste. Alors, et moi, je dis non. Pour moi, la représentation de la montagne, c'est aussi, comment dire, il y a une sacralisation, quoi. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. On ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tout atteindre. Donc, dans ma représentation, il y a ça aussi. Ouais, oui, c'est ça. C'est une ouverture à l'imaginaire. Donc ça reste l'imaginaire. Voilà, c'est ce qui fait. Voilà, effectivement. Voilà. Ça, c'est bien. Et ça, c'est le travail aussi de l'artiste, du peintre et du poète. D'être capable de nous proposer ces chemins-là, quoi. Voilà. En tout cas, merci, si j'ai merci à vous. Question. Merci pour ce beau travail. Merci pour cette rencontre. Merci à vous.